Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 11 avril. À la une, la création du parti unifié, parti dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est ce qui ressort du tête-à-tête entre le chef de l'État et le président du PDCI RDA. Les deux leaders sont en phase. Et puis des avancées notées par le comité d'experts dans la réalisation des projets annoncés en juillet dernier à la faveur du 6e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous ferons le point dans ce 13 h. Et dans ce 13 h également à l'étranger, précisément en Égypte, un tribunal militaire a condamné à mort hier 36 personnes pour leur implication dans des attentats contre des églises. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour Yamoussoukro. Il va présider cet après-midi le Conseil des ministres, la traditionnelle rencontre du gouvernement pour prendre d'importantes décisions. Il faut dire que la capitale politique va vivre deux événements majeurs aujourd'hui donc et demain. Déjà cet après-midi, un Conseil des ministres et demain jeudi, la première rentrée sénatoriale en présence du chef de l'État. Dans l'actualité aussi, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, rencontre qui a porté sur la création du parti unifié dénommé Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le point du communiqué qui a sanctionné hier cette séance de travail avec Jérôme Kofi Aboulin et Herman Guivet. Dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité socio-politique dans notre pays, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu ce mardi 10 avril 2018 au Palais de la Présidence de la République son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Voilà, Jérôme Kofi Aboulin reviendra largement ce soir sur cette rencontre, président Alassane Ouattara et président du PDCI RDA. Dans l'actualité aussi, la limitation de l'âge d'importation des véhicules, l'application de la mesure reportée à fin juin, une décision pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec le décret pris en décembre dernier et qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois de mars 2018. Jean-Luc Gbangbo pour plus de détails. La mesure devait prendre effet dès le 1er avril 2018. Mais il faudra attendre encore 3 mois pour voir appliquer cette disposition qui limite l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier, la mesure fait encore l'objet de réflexions entre le ministère et les acteurs du secteur au sein d'un comité paritaire mis en place à cet effet. Donc nous continuons à travailler et à la demande des opérateurs du secteur, nous avons donc décidé de repousser de 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, qui se déroulent bien. Le comité continue de se réunir et d'échanger. Un report de 3 mois, soit jusqu'à fin juin, pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret. C'est des mesures très importantes pour le pays, pour notre santé, pour la sécurité routière. Tout le monde l'a bien compris, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. On y travaille sereinement et les résultats vont se faire sentir conformément aux engagements que nous avons pris. Selon la disposition de ce décret,
L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Quant à l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés, il ne doit dépasser 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Le comité d'évaluation des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso note des avancées sur la réalisation des projets annoncés en juillet dernier à la faveur du 6e TAC. Plusieurs projets donc, dans les domaines des infrastructures socio-économiques sont amorcés. Le point avec Michel Digré. 9 mois après leur signature, quelques accords paraphés à Ouagadougou sont rentrés dans leur phase de matérialisation. C'est le point établi par le comité conjoint de suivi des recommandations du 6e TAC tenu en juillet dernier. Au titre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on a enregistré le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et de l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont notées sur les accords politiques et économiques, mais surtout sécuritaires. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions. Et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. C'est vrai que les attaques sont concentrées dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est une menace qui est partout en Afrique de l'Ouest. Et il est important qu'il y ait cette coopération-là très renforcée. Toutefois, d'autres projets signés au cours du 6e TAC rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Cette réunion des experts a permis également de plancher sur l'ordre du jour et les innovations du 7e TAC qui se tiendra en juillet prochain à Yamoussoukro. Il nous a paru opportun, et ça a été la décision des chefs d'État au 6e sommet, qu'en marge du 7e sommet, un volet culturel soit déployé et que des activités culturelles se déroulent. Vous savez, il n'y a pas de développement sans culture. Au thème des travaux, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont adopté et signé le rapport conjoint de cette 2e réunion du comité de suivi des décisions du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au niveau de l'éducation nationale, l'actualité, c'est le début des épreuves physiques et sportives. Ce sont 400 489 candidats qui affrontent ces épreuves. Nos reporters Sephora Zegui et Patricia Oumouetia ont sillonné 2 centres de composition dans le district d'Abidjan. Regardez. 1489 candidats affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive du BPC, session 2018. Ces candidats sont répartis dans plus de 252 centres partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle 2018 se déroulent du 10 au 21 avril prochain. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces 500 candidats du centre lycée classique et 450 du centre Sainte-Marie de Cocody ont été évalués par leurs examinateurs. Jude Bessé participe pour la première fois à ces épreuves. Il a 16 de moyenne en classe et compte les maintenir. Les épreuves physiques comptent parce que maintenant tout est position 1.
Donc pour avoir une bonne moyenne, il faut équilibrer quand même, avoir une bonne moyenne en EPS pour pouvoir terminer l'année. Si Jude espère obtenir 16 en EPS, Nelly, elle, est sûre d'avoir une bonne note après la première discipline qu'elle vient d'achever. Je viens de participer à la course d'endurance et j'en suis sûre que j'aurai la moyenne. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce que j'ai fait tout de suite. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. En cas de maladie ou de blessure, les responsables du secrétariat rassurent. Nous n'avons pas reçu d'incident majeur. Bon, il y a eu quelques petites bousculades au niveau du placement des enfants pour les aligner avant de commencer, donc, mais il n'y a pas eu grand-chose. Tout se passe bien. Il y a une session de rattrapage pour ceux qui sont malades ou bien blessés. Après cette première journée, voici là quelques remarques d'un professeur. Quand ils font la roulade avant, ils posent les mains pour se relever. Or, en gymnastique, c'est une faute. Quand on va en avant, on pose les paumes une seule fois et on se relève. Mais eux posent ça 2 fois. La deuxième fois, en gymnastique, on ne le fait pas. Il y a toujours du travail à faire, il y a des corrections. Non, le niveau est acceptable. La gymnastique et la course de vitesse sont les disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. Dans la région du Gontougo, la scolarisation de la jeune fille est devenue une tradition. Fini donc les tabous, les pesanteurs sociales. Aujourd'hui, on trouve même dans les écoles primaires plus de filles que de garçons. Mais il y a des réalités que notre reporter Eugène Atoubé relève dans ce reportage justement. Depuis 7 h du matin, ces élèves attendent d'emprunter un véhicule pour regagner leur établissement. Nous sommes à Yaoukro, village de la sous-préfecture de Tankessé, où justement se trouve le collège que fréquentent ces garçons et filles. Chaque jour ouvrable, ils sont contraints à la même épreuve. Aujourd'hui à Yaoukro, les parents sont fiers de savoir que leur fille fréquente un collège. Admiratifs devant ces jeunes filles en tenue scolaire et heureux aussi de réaliser qu'ils n'ont pas eu tort d'envoyer leur fille à l'école. Par le conseil de mes parents, j'étudiais mes leçons, je ne suivais pas les garçons. Je suis restée à la maison et bossais tout le temps. Je suis arrivée en seconde. Ma fille m'a donné une satisfaction parce qu'elle a eu le bac. Et elle va continuer. C'est que par la grâce de Dieu, elle va apporter quelque chose à la famille demain. Collège moderne de Tankessé. Ici, filles et garçons reçoivent un encadrement propice à leur réussite scolaire. Mais les filles qui constituent près du tiers de l'effectif global, selon les responsables du collège, montrent des insuffisances dans leurs résultats scolaires. Conséquence, le nombre de filles dans les classes d'un niveau à un autre va décroissant. Tout porte à croire que l'enthousiasme de la jeune fille au primaire et cette envie de s'illustrer à l'école dans une concurrence saine avec les garçons faiblit au fil des années, une fois au collège. Les parents oublient qu'une fille qui va à l'école, elle doit d'abord manger, elle doit se loger, elle doit se vêtir. Et ces besoins vitaux-là, généralement, la jeune fille, malheureusement, est obligée de les chercher par elle-même. Et les études sont mises en arrière. Il y a d'autres qui font enfanter les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Moi, il n'y a plus le courage pour partir. Elles sont nombreuses, les filles victimes de grossesse en milieu scolaire, devenues des proies faciles dans un environnement aux dures réalités dont elles vivent la mère expérience. Elles réalisent aujourd'hui que le collège et le primaire sont deux mondes totalement différents. Nous voici à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo. Pendant de longues décennies, l'on a dénié à la jeune fille son droit à l'éducation. Aujourd'hui, c'est un regard différent sur la jeune fille dans le Gontougo, au nom de la politique de l'école gratuite et obligatoire. Le directeur régional nous conduit au groupe scolaire Mamadou Lamizana où les filles sont créditées de très bons résultats scolaires. Je les mets en compétition, je leur dis il faut qu'une fille soit première. Elles sont devant, elles veulent apprendre, elles veulent dominer surtout. Elles assimilent facilement. Aller à l'école, ce n'est pas un avantage exclusif du garçon, mais c'est un avantage pour l'humanité. Au niveau des chefs religieux, au niveau des chefs traditionnels et au niveau de toutes les conférences que nous organisons avec la communauté éducative. Nous les exhortons effectivement à la scolarisation de la jeune fille. D'une localité à une autre dans le primaire, les filles sont autant, sinon plus nombreuses que les garçons dans les classes, quel que soit le type d'établissement.
à l'exemple du village de Flakedougou, entre Bondoukou et Bouna, dans la région de Bondoukou. À Flakedougou, il existe une école communautaire pour pallier l'insuffisance de structures d'accueil face au flot d'enfants qui frappent à la porte de l'école pour la première fois. Dans les 4 classes de cette école de Flakedougou, les filles dominent les garçons en termes de résultats scolaires. Quand ils sortent du village ici, qu'ils vont en ville, c'est difficile d'avoir un bon parent là-bas, c'est difficile d'avoir même des maisons là-bas. Voilà, cela cause énormément de problèmes. Et quand c'est comme ça, ces filles-là reviennent à côté des parents. Même en créant un courrier de proximité, ce n'est pas évident que tous ces enfants-là puissent avoir un tuteur. On prône la construction des foyers pour que les enfants déjà puissent avoir un coin où loger. Et puis bon, on pense que ça peut aussi contribuer à garder ce taux-là de scolarisation. La baisse de performance, une fois au collège et au lycée des filles, pourtant encourageantes au primaire, sonne comme une symphonie inachevée, au regard de tous les efforts faits par le gouvernement et tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Dans les établissements, on trouve des représentants de structures spécialisées, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, notamment la DEMOS, Direction des mutualités et des œuvres sociales. Ils font un travail remarquable en termes d'écoute, de conseils et de prise en charge psychologique des élèves. Les filles, notamment, bénéficient d'un encadrement à la carte sur les questions de grossesse en milieu scolaire. Si on voit qu'une fille a un peu de soucis, on l'appelle ou bien on l'appelle le parent. Ensemble, on essaie de voir comment on va gérer la situation. On s'entretient et puis ça passe. Les filles ont leur mot à dire, donc il faut qu'elles aient des bons diplômes pour qu'elles soient effectivement utiles à la société. Alors, question, y a-t-il un démon multiforme à la base de la déperdition de la jeune fille dans le système scolaire? Toute la communauté éducative soutient que non, en appelant au nombre des efforts que fait le gouvernement à poursuivre les actions en faveur de l'école. Je pense à la question de l'internat pour les jeunes filles. Si on veut que la jeune fille qu'on a sensibilisée à scolariser arrive au bout, il faut créer son environnement à elle pour qu'elle soit moins dépendante de la société, du quotidien, pour se consacrer au travail. Ce n'est pas évident que les 1000 qui sont entrés au CP1 sortent les 1000 en classe terminale. Il va sans dire qu'il va toujours avoir des déperditions en cours de chemin. Mais malheureusement, avec les présenteurs, il arrive, soit par faiblesse naturelle ou bien par des difficultés sociales, que tel ou tel élève ne puisse pas aller jusqu'au bout. Les problèmes et les solutions possibles connues restent maintenant aux autorités éducatives et les partenaires de l'école à trouver la stratégie idoine et l'affiner, afin de lever les freins et obstacles à l'évolution de la jeune fille dans le système scolaire à partir de son entrée au collège. Voilà un dossier sur la scolarisation de la jeune fille à l'épreuve des réalités socio-éducatives à Bondoukou. Et concernant la jeunesse, la 3e semaine nationale de l'emploi jeune ouverte depuis hier, l'événement prend fin le 13 avril. Le thème, l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi des jeunes. 2 activités majeures vont marquer cette 3e édition du Forum africain initié par la Banque africaine de développement, nous dit Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche d'un emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain, travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux, c'est le sens du projet. Et pour cette 3e édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée.
Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un objectif 40 stagiaires à recruter. Et désireux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora, investissent le palais de la culture de Treichville pour cette 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune. Direction Paris, en France, où le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a expliqué la politique gouvernementale de l'emploi des jeunes au Forum africain DREAM à Paris. Sidi Touré a surtout mis l'accent sur les efforts du gouvernement pour rendre l'environnement des affaires plus compétitif. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. African Dream 2018 s'est terminé. Il s'est agi de promouvoir principalement la destination Afrique et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Mettre en valeur les potentialités aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes d'infrastructures et d'esprit d'entreprise. 2 jours durant, une dizaine de communications ainsi que des panels tenus respectivement au siège de Business France et à l'hôtel Concorde Montparnasse dans le 14e arrondissement à Paris. Plus de 250 opérateurs économiques impliqués et environ 1 millier de participants enregistrés. Des résultats jugés satisfaisants par les organisateurs d'African Dream. Cette 2e édition suscite déjà chez des chefs d'entreprise la volonté de réinvestir ou d'installer une succursale en Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a des talents en Afrique, des talents ici. Et si on fait quelque chose de très simple, travailler les uns avec les autres, main dans la main, je pense qu'on pourra réussir encore quelque chose d'encore plus grand. J'ai entendu ce matin qu'il y aurait eu un fonds d'investissement qui va se lancer pour 50 millions de dollars. Ce sera pour 2018. Il faut partager le gâteau de manière équitable et surtout associer et consulter toutes les personnes intéressées par la diaspora en Afrique et en France. J'ai Abidjan, bien sûr, mais il y a Yamoussoukro qui est en train de devenir de plus en plus important et ça va continuer à venir. Vous avez le pétrole, vous avez les mines, vous avez l'agriculture. Moi, j'aspire de mes voeux que les Ivoiriens s'autonomisent complètement sur l'ensemble de la filière des différents sites de production. Je crée en ce moment une mutuelle en Côte d'Ivoire de droit ivoirien qui sera gérée et gouvernée par des Ivoiriens. Et African Dream, c'est pour venir réitérer auprès de cette jeunesse vraiment qui vient ici, au lieu de partir de l'Afrique, et retourner en Afrique parce que c'est le continent de l'avenir. Moi, la Côte d'Ivoire est un des pays où j'aime aller. C'est un pays aujourd'hui en pleine expansion qui mérite d'être cité en exemple, ce que je fais très souvent, même si là aussi il y a effectivement des problèmes forcément à transcender. Un réseau d'hommes d'affaires a été également mis en place afin de consolider les acquis de cette rencontre internationale. Fini donc le Forum African Dream 2018 à Paris. Vive l'édition 2019. Et ici à Abidjan, dans le domaine du logement, les différents corps de métiers du bâtiment membres de la Chambre des professionnels de l'immobilier de Côte d'Ivoire se sont rencontrés lundi dernier à Abidjan. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique à l'immobilier, un secteur en proie à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement, nous dit Lansine Bakayoko. Réduction des quotités cessibles de 57 à 35%, reclassement des frais de notaire de 18 à 10%. Bref, malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, la crise de l'habitat continue de se poser avec un déficit conjoncturel avoisinant aujourd'hui les 600 000 logements. Nous ne sommes pas encore arrivés à résorber le déficit de logement pour 2 raisons essentielles. Première raison, il fallait d'abord que nous puissions mettre en place un cadre solide institutionnel. L'État devait repenser la formule,
repenser le cadre institutionnel de sorte que les promoteurs puissent assurer pleinement leurs devoirs. D'autres difficultés structurelles liées à la propriété foncière, au coût de l'hypothèque et à l'accès au financement constituent également un frein. Il est temps d'échafauder de nouveaux plans. Notre rôle, c'est de permettre aux opérateurs étrangers et des investisseurs étrangers de venir relayer, évidemment, nos banquiers locaux pour participer au financement. Ça demande des financements très lourds. Cet apport des partenaires extérieurs devrait s'accompagner d'une implication plus forte des pouvoirs publics, notamment en matière de fiscalité et de coût des terrains. Il faut industrialiser la chaîne de production. Il faut permettre aux promoteurs de pouvoir avoir évidemment des possibilités d'usines pour fabriquer localement évidemment tout ce qui rentre dans la chaîne de production des maisons, faire des systèmes de construction rapides. Toutes ces questions vont être débattues à l'occasion de la 2e édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos, prévu du 25 au 27 juin prochain à Abidjan. En culture, on s'intéresse à la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois, danse et jeux traditionnels sur place pour valoriser la culture abourée. Cette édition a été également marquée par l'élection de la Miss Popo le week-end dernier. Ambiance et commentaires, Isayo Tchona. Beaunois, Popo Carnaval, 38e édition. La culture abourée célébrée dans toute sa diversité. Ici, une démonstration des danses traditionnelles et des jeux anciens, l'essence même du festival Popo Carnaval. Danse traditionnelle et jeux anciens, une occasion pour les initiateurs de pérenniser la culture abourée. Il y a des jeux en fonction de l'âge. Et les danses également, ce sont des danses qui expriment des chants qui rappellent l'histoire de notre migration, l'histoire de nos vécus et également où les pas traduisent des faits bien précis. C'est un véritable retour aux sources et une manière encore de plonger tous ceux qui ont connu ces danses-là dans leur histoire. Donc c'est une renaissance pour d'autres, c'est une découverte pour certains et puis c'est en même temps un apprentissage aussi pour la nouvelle génération. Le Popo Carnaval, c'est aussi le concours Miss Popo. 10 candidates rivalisent de beauté pour séduire le jury. À l'issue d'une compétition âprement disputée, Esther Adjo, 19 ans, étudiante en licence 3 de gestion, est élue Miss Popo 2018. Je vais continuer tout au long de mon mandat à sensibiliser les jeunes frères et sœurs qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Au parc Mproussoué, les festivaliers venus de partout profitent de l'ambiance de la fête. Une édition haut en couleur, vous voyez c'est la qualité, 38 ans c'est la maturité. On s'est retrouvés à tourner les travailleurs. C'est une manière de connaître Beaunois. Cette ambiance est vécue tous les jours jusqu'à la fin du festival prévu le 15 avril prochain. Hors de nos frontières, un tribunal militaire égyptien a condamné à mort hier 36 personnes pour leur implication dans des attentats contre des églises. La Cour a aussi soumis au grand moufti d'Égypte, comme l'exige la loi, ces condamnations à mort. L'avis de cette autorité religieuse est sollicité à chaque fois qu'une peine de mort est prononcée dans le pays, mais il n'est pas contraignant pour la justice. Les puissances occidentales pourront déléguer leur cadre au Zimbabwe pour observer les élections générales prévues en juillet, une grande première depuis plus de 15 ans au Zimbabwe. Et puis, rappelons pour terminer que le chef de l'État va présider dans quelques heures le Conseil des ministres et demain, il va participer à l'ouverture de la session du Sénat à Yamoussoukro, la capitale politique. Nous y reviendrons largement ce soir à 20h. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe et Adama Kone. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec David Gwedamobio. Moi, je vous retrouve demain. Merci de votre fidélité.